Chers collègues, je vous présente un cas d'omphalocèle, soit une anomalie congénitale caractérisée par un défaut de la paroi abdominale antérieure, provoquant la protrusion d'un ou plusieurs viscères abdominaux, tels que les anses intestinales, le foie, qui font saillie à travers un orifice herniaire, généralement situé à la base du cordon ombilical, lequel est en effet impliqué et se trouve habituellement au niveau de l'apex du sac. Hernière, c'est-à-dire ce qui constitue le véritable contenant de ces viscères herniés, qui les enveloppent et est formé par le péritoine et l'amnios. Le diagnostic peut être posé précocement, dès le premier trimestre, après la 12e semaine de grossesse, au moment où l'on constate en effet l'absence de résolution de cette hernie physiologique. Les viscères abdominaux herniés restent visibles hors de l'abdomen fœtal, contenus dans le sac herniaire. Le principal diagnostic différentiel est la gastroschisis, autre défaut de la paroi abdominale antérieure, avec herniation viscérale, souvent des anses intestinales. Celles-ci ne sont pas couvertes par un sac, mais flottent librement dans le liquide amniotique. Ce défaut n'implique pas le cordon, car il se situe à sa droite sur la paroi abdominale. Ce diagnostic différentiel est également fondamental d'un point de vue pronostic, car généralement la gastroschisis n'est pas associée à des anomalies chromosomiques ou génétiques, contrairement à l'omphalocèle qui peut fréquemment être lié à ce type d'anomalie, comme nous le verrons par la suite. La problématique de l'omphalocèle peut être liée à divers facteurs, parmi lesquels sa taille et son contenu. Si elle est petite, donc inférieure à 5 cm, elle contient généralement presque exclusivement des anses intestinales. Les omphalocèles géants de plus de 5 cm sont des défauts plus larges pouvant contenir une partie du foie. D'autres facteurs incluent l'association avec des anomalies de type structurel. Dans 30 à 50% des cas, on note des anomalies cardiaques, rénales ou du tube neural, comme le spina bifida, ou des syndromes associés. 10% des cas concernent le syndrome de Beckwith-Wiedemann, associant l'omphalocèle à une macrosomie, une hypertrophie fœtale, une macroglossie et une viscéromégalie. L'association avec une aneuploïdie peut également influencer négativement le pronostic. En effet, dans 40 à 50% des cas, l'omphalocèle est surtout associé à des cas de trisomie 13 et 18. Pour les omphalocèles géantes contenant une partie du foie, on observe que le risque d'aneuploïdie et d'anomalie chromosomique est nettement plus faible, seulement de 5 à 6%. En comparaison, les cas avec une association plus importante atteignent même 80 à 90% dans les défauts de plus petite taille, contenant surtout des anses intestinales. Concernant l'association avec des anomalies de type structurel, cardiaque ou extracardiaque, le pourcentage est en réalité très similaire et comparable entre les deux types de défauts, qu'ils soient de grande ou de petite taille. Pour le diagnostic différentiel, le principal à considérer reste celui avec la gastroschisis, dont nous avons déjà clarifié les caractéristiques précédemment. Il convient également de mentionner la pentalogie de Cantrell, associant une omphalocèle à un défaut de la paroi thoracique, avec des malformations du sternum, du diaphragme, une ectopie cardiaque, ainsi que de diverses anomalies cardiaques. Il y a aussi le syndrome de la body stalk anomalie, caractérisé par un abdomen fœtal avec un omphalocèle, un cordon ombilical court, ainsi que le corps accolé à la paroi du sac gestationnel ou du placenta. On note des anomalies de type vertébral incluant des cas de scoliose fœtale. Puis les cas d'omphalocèle associés à un défaut abdominal inférieur avec extrophie vésicale, anus imperforé et anomalie spinale. Pour l'examen, la patiente est venue pour un dépistage du premier trimestre avec clarté nucale. On voit l'os nasal. Au profil, on observe les 3 espaces ventronucaux avec une clarté intracrânienne normale et une clarté nucale de 1,8 mm. Nous allons également évaluer les dimensions, la longueur crânio-caudale, qui correspondent parfaitement à l'âge gestationnel d'aménorrhée, ce qui démontre qu'il ne s'agit pas de cas de macrosomie et que nous pouvons exclure les cas de Beckwith-Wiedemann. L'estomac apparaît bien visible intra-abdominal. Le situs estroitus est respecté. À l'évaluation échocardiographique des 4 cavités, il est possible de visualiser à l'intérieur du ventricule gauche un petit foyer hyperéchogène, très similaire à une sorte de golf ball du 2e trimestre. À l'évaluation avec le Doppler couleur, nous observons un remplissage ventriculaire dans la norme, légèrement réduit à le haut du ventricule gauche, ce qui mérite certainement une réévaluation au 2e trimestre, à la 20e semaine. En échantillonnant ensuite les valves, tant la mitrale que par la suite la tricuspide, elles apparaissent parfaitement normales, sans régurgitation et continent. Encore une fois, nous voyons l'application du Doppler couleur. La trachée est également normale.
En nous attardant sur l'évaluation de l'abdomen fœtal, nous voyons un estomac qui apparaît bien intra-abdominal. Cependant, la présence de ces viscères, situés en dehors de la cavité, au sein du liquide amniotique, ainsi que cette large porte hernière, indique qu'il s'agit bien d'un défaut de grande taille. À l'observation, même en voie endovaginale, il est possible de visualiser différentes écogénicités, notamment les anses intestinales qui sont plus écogènes, ainsi que le contenu situé à l'intérieur de l'abdomen fœtal. On voit aussi l'estomac en position intra-abdominale, donc non hernié, mais on observe le cordon ombilical, le défaut à sa base, et le cordon inséré au sommet d'un sac contenant les viscères herniés. L'écogénicité représente probablement une partie du foie hernié dans le défaut de l'omphalocèle. Nous observons également la présence de la vessie, elle aussi contenue dans la région abdominale inférieure, donc une vessie qui n'est pas herniée à l'extérieur, ce qui exclut les cas d'extrophie vésicale, ainsi qu'une artère ombilicale qui se présente unique. Dans le cadre de la prise en charge de l'omphalocèle prénatal, un suivi échographique régulier à un intervalle de 4 semaines est fondamental. Cela permet d'évaluer précisément la biométrie, le liquide amniotique et l'anatomie fœtale. En particulier au troisième trimestre, il est essentiel de rechercher des anomalies cardiaques ou rénales qui, comme nous le savons, sont très fréquentes avec l'omphalocèle. Ce défaut de la paroi abdominale, identifié vers 12 semaines, est réévalué 2 semaines plus tard, puis lors de l'échographie morphologique afin de pouvoir suivre précisément l'évolution globale du tableau. Dans 90% des cas, il a été constaté que les défauts de petite taille, contenant surtout des anses intestinales, régressent vers la 20e semaine lors de l'échographie morphologique. En revanche, les hernies et omphalocèles géants de plus de 5 cm, qui contiennent également une partie du foie, ne subissent pas ce type de régression, mais nécessitent généralement une intervention chirurgicale au moment de la naissance. Une échocardiographie fœtale est aussi importante en raison du risque élevé d'association avec des anomalies cardiaques. Enfin, une consultation génétique est conseillée afin d'évaluer la possibilité d'un diagnostic prénatal invasif avec l'obtention du karyotype de l'ADN du fœtus. Merci de votre attention.